Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très 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 grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Je sais qu'il s'est fait tard. Il est actuellement 23h44 ici à Champagne, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 avril 2025. Nous nous sommes dit hier que nous devions passer, mais malheureusement, les temps et les occupations ne nous ont pas laissé l'espace pour que nous puissions être avec vous. Mais n'empêche, aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Je sais qu'il y en a qui dorment déjà. Je sais qu'il y en a aussi qui se réveillent. Vous vous appelez Maître Romain Chipama. Vous nous suivez depuis le Congo. Je sais que vous êtes en train de nous suivre. Vous vous appelez Maître Marius Moulaji Chipama. Vous nous suivez aussi au Congo. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga, ingénieur à Nova. Nous vous disons aussi merci. Je vais partager ces directs. Je m'incline pour partager. Je vous prie aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous commençons d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Je vois des gens connectés. Je n'ai pas encore vu vos noms pour vous remercier, mais du moins, je vous remercierai au cours de ces directs. Pour le moment, tout ce que je fais, c'est de partager. Nous allons, comme je le disais, nous entretenir pendant quelques minutes. Et puis, nous allons nous dire au revoir à tous les chrétiens du monde. Cette semaine, c'est la semaine sainte. Et aujourd'hui, c'est le jeudi saint pour ceux qui sont dans l'église où on se rappelle des jeudis saints, le jour que le Seigneur avait lavé le pied des disciples. Nous prions que cette semaine soit une semaine de succès pour nous tous. Et le jour de la Pâque, qui sera ce dimanche, que la réponse, l'élévation et tout ce qui est de Dieu nous accompagne. Voilà. Je vais partager dans 2-3 autres groupes et puis nous serons ensemble. Je crois que je peux partager dans ces 2-3 groupes ici. Voilà, je crois que je peux d'abord m'arrêter ici et le reste, on le fera après. Et le reste, on va le faire après. Je m'arrête d'abord ici. Voilà. Donc, je disais que papa prophète Dido Somoué, merci d'être connecté, papa. Que Dieu vous bénisse, prophète. Nous avons, nous, la communauté, toujours besoin de vos prières. Et puis, maman Manela, que Dieu vous bénisse. Nous parlerons de quoi ce soir? Nous parlerons d'un jeune ici, un enfant de 14 ans qu'on a arrêté. Pourquoi on a arrêté? Nous vous parlerons de ça. Là, nous serons ici chez nous à Champagne. Nous serons ici chez nous à Urbana. Nous parlerons de Monsieur Eric Prince. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Nous vous dirons ses noms, mais beaucoup de gens le connaissent d'ailleurs. Nous vous dirons qui est Monsieur Eric Prince. Nous vous parlerons de lui. Nous parlerons de l'université. Il y a eu encore 2 morts ici chez nous. Nous serons à Florida. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlerons de ça. Nous parlerons de la green card. Pour avoir la green card. Très compliqué ces derniers temps. Comment ça? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de nouvelles règles fédérales sur les crédits de maison qu'on appelle FHA. FHA, c'est une sorte de crédit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons aussi des obligations d'avoir
sa carte d'identité 24 heures sur 24. Et puis nous finirons par parler de la proposition de fermeture, la fermeture de quelques consulats et ambassades des États-Unis au travers le monde. Voilà, d'ailleurs c'est les sujets que j'avais annoncé hier que je devais passer et parler, mais malheureusement, comme je venais de le dire, le temps ne nous a pas permis, mais du moins, comme je venais aussi encore de le dire, qu'aujourd'hui, du moins, le Seigneur nous a donné le temps que nous puissions être ensemble. Nous commençons par Papa Fanfan Mbouka. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes à Urbana, le district scolaire d'Urbana. Dans l'enceinte de l'école, un jeune de 14 ans était venu là-bas faire des histoires. Il y a un jeune qui étudie dans une école d'Urbana. Le jeune là avait 14 ans. Il est parti à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, le médecin trouve en faisant les examens qu'il avait consommé des substances qui ont trait à la drogue. Mais c'était des drogues, qu'il avait consommé des drogues et à son âge, il ne devait pas le faire. Les autorités du district scolaire d'Urbana ont été contactées, la police a été contactée, la sécurité de l'école a été contactée. Ils ont commencé à mener les enquêtes et les enquêtes ont amené à l'arrestation d'un jeune de 14 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans la cour scolaire, le garçon là est venu avec la drogue pour vendre à ses amis. Et un de ses amis avait consommé ça, ça l'a troublé. En allant à l'hôpital, le médecin a remarqué. Et ces garçons-là de 14 ans qu'on avait arrêtés, aujourd'hui, il avait 500 grammes de drogue. 500 grammes, c'est déjà beaucoup. 500 grammes, et il vend à ses amis à l'école. Donc pour le moment, il est aux arrêts. Et on va les transférer au tribunal, plutôt au centre pénitentiaire des enfants, à la prison des enfants ou des adolescents ici. Je parle de ça parce que nous avons nos enfants qui étudient dans différentes écoles ici dans notre ville. Pas seulement dans notre ville, dans d'autres villes aussi. Ces garçons qu'on a arrêtés n'a que 14 ans. À 14 ans, il est déjà dans ces histoires-là de vendre la drogue. Je l'ai dit, parents, contrôlez toujours vos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ont 14 ans, ils ont 10 ans. Vous ne connaissez pas leur fréquentation en dehors de la maison. N'abandonnez jamais la responsabilité. Je n'ai pas dit ici que c'est un enfant congolais. Aussi, pour son âge, on n'a pas dévoilé son identité. On n'a pas même posté sa photo parce qu'on doit le protéger. Il n'a que 14 ans, mais du moins, il est dans des commerces bizarres. Alors, le parent, n'abandonnez pas vos responsabilités. Peut-être que c'est l'ami de votre enfant, peut-être qu'il étudie dans la même classe que votre enfant, mais vous ne savez pas. Alors, c'est juste un conseil, c'est pourquoi nous avons voulu mentionner ça. Voilà. Au début du mois d'avril ici, vers le 2, M. Massad Boulos, qui est le beau-père de la fille du président Donald Trump et qui est celui qui est chargé des secteurs miniers d'Afrique du président Donald Trump, il était en Afrique, au Congo. Après, il y avait maintenant, non, les États-Unis doivent signer des accords avec le Congo. Aujourd'hui, j'ai vu quelques personnes poster sur Facebook que oui, bonne nouvelle, les États-Unis viennent de signer les accords miniers avec la RDC pour la protection aussi de la sécurité, surtout tout autour de nos frontières. Est-ce que cet accord a été signé? Nous attendons encore peut-être la mise à jour des informations. Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a M. Eric Prince. M. Eric Prince, c'est un grand supporter du président Donald Trump. D'ailleurs, pendant la période du président Biden, il a été arrêté
Et puis, quand le président Donald Trump est entré au pouvoir pour la première fois, on l'a libéré. On l'a libéré. Et il a même beaucoup participé pendant les élections ici du président Donald Trump. Monsieur Eric Prince, lui, les informations qui nous sont arrivées aujourd'hui, les informations qu'on a publiées aujourd'hui, Monsieur Eric Prince a au fait signé un accord avec le gouvernement congolais. Ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Et lui, il est qui pour qu'il puisse signer cet accord-là? D'abord, vous devez savoir qu'on a dit que le gouvernement congolais et M. Eric Prince, ils étaient déjà dans le pourparlers bien avant la prise de Goma et de Bukavu par les M23. Ils étaient déjà dans le pourparlers et il fallait simplement concrétiser leur accord, qui était celui de renforcer les contrôles des mines, aussi maximiser la collecte de taxes. C'était ça, la mission qui devait être attribuée à M. Eric. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Eric a été arrêté. Pourquoi on l'avait arrêté? On l'avait arrêté en 2010. Il a une organisation militaire privée. Un grand groupe de militaires privés qui s'appelait avant 2018 Blackwater. Blackwater, qui est une société militaire privée, et le propriétaire de cette société-là, ce monsieur Eric Prince. Monsieur Eric Prince étant proche du président Donald Trump. Monsieur Eric Prince, lui, c'est vrai, deux de ses proches, gardes rapprochés, ont confirmé ça, et quelques diplomates congolais ont aussi confirmé ça. Alors, la société privée militaire de M. Eric Prince est celle qui signe ou qui a signé pour le moment les accords avec le gouvernement congolais pour la protection des mines sur le territoire congolais. Et M. Eric a accepté, comme je le disais, d'aider la RDC et puis sécuriser aussi nos taxes et la production des mines. Maintenant, les analyses qui se font aujourd'hui, parce que les États-Unis, après le passage de M. Massad Boulos, les États-Unis ne se sont pas encore prononcés. Mais maintenant, les analyses des experts aujourd'hui américains, ils ont dit l'accord que M. Eric Prince vient de faire avec les Congo, lui ayant une société privée militaire, les États-Unis pourraient, parce qu'ils devaient aller là-bas soutenir militairement le Congo, c'est ça, dans leur deal pour protéger. Alors, aujourd'hui, les analyses qui ont été faites par les experts, ils disent que les États-Unis, dès que l'accord est conclu, pourraient utiliser, d'autant plus que la présence ou l'accord de M. Eric et la République sera déjà en exécution. On dit que les États-Unis, au lieu d'envoyer le militaire américain, pourraient s'appuyer sur M. Eric et son armée privée pour le soutien, plutôt pour la concrétisation des accords entre les États-Unis et puis la RDC. C'est ça, c'est que les gens aujourd'hui, ils étaient en train de publier que non, il y a eu accord, signature d'accord, mais les États-Unis en tant qu'États-Unis, jusqu'à maintenant, là que nous parlons, il est actuellement 23h58. Dans 2 minutes, il sera demain. Demain, ça sera vendredi. Donc, jusqu'à ce que nous parlons maintenant, il n'y a pas eu une voix officielle qui a dit que le département d'État américain a signé. Mais ce qui est vrai, hier, la dame qui est porte-parole à la Maison-Blanche a dit que les États-Unis sont en train d'ailleurs de travailler pour que même beaucoup de gens qui sont dans les secteurs privés
puissent aller investir au Congo dans le cadre de la réalisation de leur contrat minier qu'ils auront avec le Congo. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais en ce qui est de la finalisation des accords, jusque-là, jusqu'à ce que nous parlons maintenant, nous n'avons pas encore cette information à notre possession. Mais du moins, c'est déjà un bon pas. C'est déjà un bon pas. Si M. Eric peut déjà mettre en exécution les contrats avec la République, là, ça sera une... Non, c'est déjà une très bonne chose, tout ce que nous voulons, et que nos frères qui sont à l'Est puissent vivre en paix. Ils n'ont rien fait que de naître à ces coins-là. Et espérons que demain ou après-demain, nous aurons d'autres nouvelles qui montreront même peut-être la signature finale entre ces deux parties. Mais déjà, c'est une grande victoire, c'est une bonne nouvelle pour nos frères de Goma, à qui nous disons que nous ne vous avons pas oublié. Nous avons des habits ici, nous cherchons comment vous faire parvenir. Nous sommes en train de faire des GoFundMe jusque-là, je crois, sur 30 000 $ qui est notre objectif. Nous avons une affaire de 340 ou 420 $. Mais nous espérons que le Seigneur touchera les gens qui nous écoutent pour que nous puissions vous trouver cet argent que nous sommes en train de récolter. Voilà. 2 morts, c'est le bilan, 5 blessés. Des fusillades qui a eu lieu aujourd'hui à l'université. Nous sommes à Florida, à Florida State University. Aujourd'hui, on a tiré. Un jeune est venu là-bas, il a commencé à tirer. On a fait les all calls. Ceux qui travaillent dans des compagnies savent qu'on peut faire, on fait l'appel en général. Et on a demandé aux gens de se mettre à l'abri parce qu'il y avait un tireur à gage dans l'université. Alors, les interventions sont venues, et l'intervention est venue, une intervention, ce n'était pas beaucoup. L'intervention est venue et ils ont maîtrisé cette personne qui avait l'arme. Et on l'a trouvé avec une arme. Dans sa voiture, il y avait une autre. Et à l'enceinte de l'université, il y avait une autre arme. Les deux là, c'était les armes automatiques, des armes de guerre. Mais ce qu'il avait sur lui, c'était un revolver, un GP. Et il n'avait que 20 ans, ou il n'a que 20 ans. Il s'appelle Phoenix Ickner. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi, quel est le motif qu'il a envoyé aller tuer les gens comme ça. On ne sait pas encore jusque-là. Mais du moins, on l'a maîtrisé. Lui aussi a reçu des balles. Il est à l'hôpital. Il est en train d'être traité parce que là, il est dans la présomption d'innocence. Il est en train d'être traité avant qu'il ne rentre. Cette université, ça fait la 2e fois qu'il y ait des fusillades. Qu'est-ce qui l'a motivé, on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait est que son papa, c'était un shérif. Et puis lui-même, d'ailleurs, il était dans les services, il s'entraînait avec des shérifs et puis les agents de l'ordre qui sont locaux là-bas, et au niveau de Florida. Et l'arme là qu'il avait au moment, les GP qu'il avait quand on l'avait arrêté, c'est l'arme qui est des services de la police, qui appartenait d'ailleurs à son papa shérif. Voilà. Alors, ils sont en train d'investiguer pour savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, espérons que nous aurons la suite, mais du moins, nous avons parlé de ça juste pour nous dire. Peut-être que nous avons nos frères qui sont aussi à l'université, à Florida State University. Donc, peut-être que nous les aurons et puis nous parlerons avec eux. Mais du moins, partout où nous partons, surtout ici aux États-Unis, soyons très prudents. La mort, les désordres, ça ne prévient pas, ça peut venir à tout moment. Mais du moins, évitons des accroches. Évitons de nous accrocher avec les gens, des accrochages, ça ne sert pratiquement à rien. Bima no yuma, battez la vie na yo. Voilà. La green card et le mariage, la green card et la réalité. Le département d'État américain est en train de renforcer. Vous savez qu'avant, c'était que quand vous vous mariez à un citoyen américain, vous pouvez venir. Papa John Mook, merci beaucoup d'être connecté. Merci pour les informations aussi que vous publiez. Je vous reviendrai après. L'accès à la green card. L'accès à la green card,
Ça veut dire, vous vous mariez à un Américain, la green card, ou vous vous mariez à une Américaine, après 2 ans déjà, vous pouvez avoir votre green card. Mais la nouvelle administration Trump est en train maintenant de coincer. Je voudrais vraiment que les gens nous écoutent ici très attentivement. La nouvelle administration Trump veut maintenant beaucoup coincer, pas que veut, commence maintenant à beaucoup coincer tous ceux qui se marient à un Américain, à une Américaine pour venir. Si vous êtes au pays ou bien vous êtes ici sur place. D'abord, vous devez savoir que pour le moment, la vérification devient très rigoureuse. Il commence à poser des questions ou à chercher des poux sur la tête, comme on dit. Vous irez à l'interview, vous verrez que l'interview, ça ne se fera pas comme avant. Vous allez chez qui il est mon mari, et ainsi de suite, point barre. Maintenant, là, on a demandé à tous ces agents-là, qui sont à l'ambassade, ceux d'ici des USIS qui vont vous interviewer, si vous êtes ici, vous êtes fait entrer, vous faites un changement de statut, de vous poser des questions, même le plus détaillant, pour que quand ils trouvent ne serait-ce qu'un hic dans ce que vous dites ou une petite contradiction, c'est fini, on vous refuse. Parce que c'est quoi? Ils disent que beaucoup de gens mentent pour avoir les bénéfices d'immigration. Et c'est pourquoi ils ont renforcé. Comment ils ont renforcé? Les avocats d'immigration disent ceci. Maintenant, quand vous arrivez à l'interview, votre mari, votre femme vous fait venir, ou vous êtes ici, vous voulez changer de statut, vous dites que vous êtes marié à un Américain, vous êtes marié à une Américaine, on va vous demander des petits détails jusqu'à peut-être des habitudes de votre conjoint ou votre conjointe. On pourrait vous demander quel est son rythme de sommeil, par exemple. Son rythme de sommeil. On pourrait vous demander, il est allergique à quoi? Des choses comme ça. On pourrait vous demander, par exemple, combien de fois que vous pensez par semaine il part à l'église. Quel est le nom? Non, ça, ce sont des exemples que je donne. C'est juste pour dire que les avocats d'immigration ont conseillé aux gens, si vous êtes réellement marié, connaissez-vous très bien, même le plus petit détail, avant d'aller au rendez-vous. Parce que votre mari, votre femme qui est américaine, ou votre mari qui est américain, est strictement interdit de vous aider. Tout ce que l'immigration va avoir comme preuve, ce sont les documents que vous donnez. Or, ces documents ne parlent pas. Si vous prétendez être marié au Congo, déjà ça se faisait, beaucoup de gens d'ailleurs, il y en a qui ont commis des erreurs, ils ont fait non, les gens là vont à la commune, ils appellent la commune, ils vérifient à la commune pour voir si réellement votre acte de mariage c'est réel. Il y en a qui ont fait seulement des histoires comme ça et jusqu'aujourd'hui se voient bloqués. Et les Américains, quand vous montez, vous-même, vous fermez deux portes. Donc, je disais que ça devient tellement dur qu'ils disent ceci, les avocats d'immigration. Si vous faites venir vous êtes en train de vouloir faire venir votre femme, vous êtes américain, vous êtes en train de faire venir votre mari, vous êtes américaine, il faudrait vraiment que vous vous mettez, que vous puissiez vraiment vous parler avec des petits détails. Parce qu'ils peuvent vous poser des questions, par exemple, vous vous êtes rencontrés à quelle date? C'est où vous vous étiez rencontrés? Quand vous étiez rencontrés, vous étiez habillés comment? Et quand ils vous posent des questions là, ils écrivent. Ils ont déjà des réponses de l'autre conjoint. Ils vont juste vérifier. Et si vous partez à l'interview cette fois-ci, ayez tous les documents. Un seul document que vous manquez risque de faire qu'on retarde votre dossier ou qu'on ne le traite plus. Et comme je vais finir par dire, ils ont dit qu'ils ont remarqué que beaucoup de gens se marient. C'est faux, ce sont des faux mariages, ils s'arrangent, ils mentent. Alors, pour éliminer ça, ils partent dans des questions même, c'est des questions que vous ne imaginerez même pas qu'on pourrait vous poser. Quelle est la couleur, par exemple, des chaises de votre maison? Ou dans l'appartement où vous viviez au Congo, quelle était la couleur de votre porte? C'est un exemple que je donne. Donc, je voudrais ici juste nous conseiller, nous qui voulons faire venir nos femmes, faire venir nos maris, de vraiment tenir compte des détails.
tenir compte des détails parce que l'immigration maintenant est en train de tenir compte de ça pour reprendre tous ces gens qui viennent par défaut mariage. Je crois que vous serez préparés quand vous irez à l'interview parce qu'une simple petite question peut faire que vous puissiez vous retrouver. Vous n'avez pas de visa. Je connais des gens qui étaient partis une fois et puis je conseille aux gens quand vous partez au rendez-vous, n'attendez pas qu'on vous dise amener des photos. Des photos, ce sont des preuves qui parlent. Ne faites pas de Photoshop. Quand vous faites des Photoshop, vous collez des têtes des gens. Ils vont voir, ils ont des machines qui détectent. Ils vont faire entrer comme ça, ils détectent que ça c'est une Photoshop. Il y a une famille qui avait reçu normalement. Ils réussissent normalement. Ils vont jusqu'à l'ambassade, ils vont juste à l'ambassade, ils vont là-bas, et puis ils ne sont pas partis avec leur acte de mariage, ils ne sont pas partis avec des photos. Et quand ils arrivent à l'ambassade, on leur dit non, donnez des preuves qui montrent que vous êtes mariés. Non, notre acte de mariage n'était pas encore sorti, c'est encore à la commune. Le consul lui a dit, ok, si votre acte de mariage n'est pas encore sorti, alors donnez-nous des preuves, des photos, les jours que vous vous êtes mariés. Les garçons diront la même chose. Non, des photos, je les avais, mais j'ai oublié ça, ainsi de suite, je pourrais vous ramener. Le consul lui a dit, ok, allez réunir toutes les preuves. Et quand le garçon est parti, d'ailleurs, il n'habitait même pas Kinshasa, il a dû prendre l'avion pour venir à Kinshasa, et là, on l'a, avec lui et sa femme et toute sa famille. Et quand le garçon sort de l'ambassade, il va réunir des photos, il réunit des histoires comme ça, son acte de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, le garçon là n'est jamais entré. C'est une affaire qui date de 4 ou 3 ans. Ils ont, pour le consul, ils ont fabriqué des preuves. Parce que comment toi, si tu es marié, tu ne peux pas avoir, ne serait-ce que dans ton téléphone, tu pouvais dire que non, dehors là-bas, il y a ma photo. Et il y a mon téléphone, je peux vous montrer même par téléphone. Lui a dit qu'il avait oublié, puis après, il va chercher des trucs. Donc, je voulais simplement nous dire que si vous êtes réellement marié, soyez réellement marié. Ne fabriquez pas des choses, ne cherchez pas aussi, non, il y a un qui est sincère, qui a réussi, et Moussousouana, Okokiko Baby, c'est la paix Moussoussou côté. Voilà, donc soyons très prudents parce que maintenant ils partent dans des détails les plus petits que vous vous entendez même pas de loin. Et ça, même les gens qui viennent comme ça, ils vous diront maintenant, là, on le vérifie vraiment, on vous vérifie, on vous fouille vraiment. Voilà. Il y a l'hypothèque qui s'appelle FHA. FHA, hypothèque, c'est le mortgage. Prendre la dette de maison. Il y a un programme qui s'appelle FHA. Ce programme-là, ça permet aux gens d'acheter des maisons, même s'ils ne sont pas qualifiés par des crédits des banques. Les banques peuvent vous dire, donner par exemple des dépôts de 10% de la maison. Une maison qui est 200 000 $, vous devez avoir 20 000 $. Et puis si vous faites tous les autres frais de closing comme ça, tout ça, vous pouvez arriver même jusqu'à 23 000, 24 000. Il y a de ces banquiers qui vous disent non, il faut avoir 20% en main. Vous voulez acheter une maison de 500 000, on va vous dire il faut avoir 50 000, plutôt 100 000 $ en main. Qui a 100 000 $ comme ça pour acheter? Mais le FHA, c'est un programme gouvernemental, c'est un programme fédéral qui vous permet, si vous achetez les banques, ça fonctionne avec des banques. Si vous êtes qualifié pour le FHA, vous pouvez, moi je connais qu'il y a des gens qui ont avec un dépôt seulement de 2 500 $, 3 000 $, ils ont eu des maisons. Le FHA allège, mais de l'autre côté, à la fin, vous allez voir qu'il y a un petit 2%, 3% à la fin de votre paiement, bien sûr. Un petit 20%, 30% qui va s'ajouter. Mais du moins, le FHA vous permet d'avoir votre mortgage à un pourcentage très réduit et même le dépôt, ça sera peut-être même 5 000 $, 4 000 $, vous faites comme dépôt, vous avez votre maison. Maintenant, la nouvelle administration Trump a arrêté de donner les gens qui n'ont pas de papiers. Si ces gens sont sans papiers, le gouvernement fédéral a refusé qu'on puisse leur donner l'hypothèque sous le FHA. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir d'autres options, mais l'option FHA
pour FHA. Voilà, en français, l'option FHA pour ce genre-là, c'est exclu. Et on ne veut plus que quelqu'un qui n'est pas un citoyen qu'il puisse avoir un crédit maison sur FHA. Or, si tu n'es pas qualifié pour les FHA, donc il faut te préparer à payer les down payments de 20% au-delà. Donc, ça, c'est une façon simplement qu'ils veulent coincer les gens qui viennent ici illégalement. Ils veulent le coincer sur tout le plan. Donc, ne soyez pas étonnés, vous partez à la banque, vous dites que non, je cherche l'option FHA et on vous dit que non, vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié simplement parce que vos documents ne montrent pas que vous êtes permanent. Voilà. Et vous qui avez la permanence, ne jouez pas avec votre titre de séjour. Tous ces gens qu'on déporte, c'est parce qu'ils cherchent ces petits papiers, cette petite carte que vous avez, la green card. Peut-être Dieu vous a donné la chance de l'avoir comme ça en jouant à la divi-loterie, mais il y a des gens qui sont ici qui ont plus d'argent que vous peut-être, mais qui n'ont jamais eu ces papiers, qui se cachent à gauche, à droite. Mais vous avez eu cette carte. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Parlons maintenant de ceux qui veulent, plutôt, d'une nouvelle disposition obligatoire qui est entrée en vigueur le 11 avril. Aujourd'hui, on est le 17. Il y a 6 jours. Cette nouvelle disposition est devenue obligatoire. C'est quoi cette obligation? Si tu as le visa, tu es ici sous le visa F1, étudiant. Tu es ici sous le visa HB1, non, H1B, H1B, le visa là de travail, les gens qui viennent ici pour travailler. Vous avez la green card. Et les autres visas qui ne font pas de vous un citoyen. Donc, si vous n'êtes pas un citoyen et que vous êtes ici aux États-Unis, vous devez obligatoirement, c'est entré en vigueur le 11, je venais de le dire, vous devez obligatoirement vous promener avec vos identités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'à tout moment, on peut vous interpeller en route. On vous interpelle comme ça, donnez vos identités, vous n'en avez pas. Donc, ID, driver license, portez ça avec vous chaque jour et c'est obligatoire, c'est mandatoire. Si vous avez la green card, si vous avez un autre visa qui vous permet de travailler, d'étudier, le visa J1 ou le visa H1B, vous devez obligatoirement, c'est maintenant devenu mandatoire comme on dit, à partir du 11 ici. Portez vos pièces d'identité avec vous. C'est vrai que c'est une loi qui existait depuis longtemps, en 1920, mais du moins maintenant, là, ils veulent renforcer ça. C'est pour voir qui est qui. Donc, portez des identités avec vous. Aussi, je vais parler un truc en lingala. Ce qui yo eza yote. Et que yo est comme yo mususwana. Ce qui baye. Bakangi yo. Olakisi eloko ya yo ya yete. Ou ya yo ya yote. Mutu wana bakokanga eza yote. Eza neti mutu mususu akendaki na musala azalaki yete, me azalaki ye ake kuna akufi na musala. Siko mutu ba recordé parce que comme on est bayebi ke eza ye. Mutu ba reporté ke akufi eza ye. O ezaki yete. Sikoyo ye atikali na bomoi, mais eza isusu yete parce que na social na basi balobi ke ye aza isusu te asi akufaki. C'est pourquoi, quand vous voulez faire des choses, raisonnez vraiment 2 fois. On ne dit pas que ça va arriver, mais on dit simplement à chaque chose que vous posez, voyez le pour, voyez le contre. C'est vrai, on ne refuse pas d'aider, mais il faut faire très attention. Voilà. Donc, je disais, à partir du 11 ici, vous êtes obligé de porter votre identité avec vous. ID ou bien la green card. Partout où vous partez. Ayez ça avec vous. Aussi, cette disposition, il y a une action qui est menée par le gouvernement Trump, qui est celui de protéger les États-Unis contre l'invasion. C'est ça, pour contenir, pour empêcher les gens de venir. C'est ça, en fait,
qui fait qu'ils puissent commencer à contrôler partout. Et on a dit ceci. Tout celui qui a 14 ans et qui restera ici, tu es venu ici aux États-Unis, tu as 14 ans ou plus, et tu vas rester ici 30 jours. À partir de 30 jours, Mata, tu dois obligatoirement t'enregistrer. Je voudrais vraiment que les gens suivent ça. Et peut-être écrire. Parce que demain, ça va vous sauver. Vous avez 14 ans au-delà. Vous êtes venu ici aux États-Unis, vous allez rester 2 mois, vous allez rester 3 mois. Il y a la forme qui s'appelle G325R. G325R, ce sont les gens qui ont 14 ans ou plus, qui viennent ici aux États-Unis et qui vont rester pendant plus de 30 jours, ou bien 30 jours au-delà, qui doivent s'enregistrer. Si vous ne vous enregistrez pas, il y aura des conséquences que nous allons dire à la fin. Mais si celui qui va rester ici a moins de 14 ans, mais il va rester pendant 30 ans, les parents de cette personne sont obligés de l'enregistrer en utilisant toujours la forme G325R. Aussi, vous changez l'adresse. L'autre fois, je suis venu dire ici. Dans les 10 jours qui suivent, vous devez obligatoirement informer l'immigration que vous avez changé l'adresse. Si vous ne le faites pas, ça risque de vous coûter des amendes. Et enfin, vous étiez enfant, vous aviez moins de 14 ans. Vos parents vous ont enregistré. Maintenant, vous avez 14 ans. Il faudrait encore aller vous réenregistrer. Et puis, vous allez prendre des fingerprints, des empreintes digitales. Excusez-moi. Dans les 30 jours qui suivent vos 14 ans. Donc, vous avez 14 ans aujourd'hui, vous avez un mois, on vous laisse pour que vous puissiez aller vous réenregistrer. Parce qu'avant, c'était vos parents. Maintenant que vous êtes devenus et vous avez 14 ans au-delà, vous devez aller vous réenregistrer en faisant aussi des empreintes. Ça, ça a commencé et il faut le faire. Et avoir les identités avec vous 24 heures sur 24, c'est une loi qui a commencé les 11. Et plutôt, qui a commencé les 11. Voilà, il y a 6 jours. Ne soyez pas étonnés qu'on vous étonne, on vous ramasse en route ou on vous arrête en route et puis on vous dise de donner l'identité. Ne dites pas non, I'm in America, they never ask for ID, I should be released. Non. Tu es en Amérique, mais ils vont dire non, we already say that. Et vous avez les informations que vous suivez. Voilà. Donc, je voulais juste nous mettre en garde. Ayez vos identités chaque fois parce que même au coin, il y a des Américains nés qui sont déportés. Dans chaque tout ce qui s'est fait, il y a toujours un peu de confusion. Ne soyez pas cette confusion de déportes et de refoulements. Ne soyez pas cette confusion. Et après, si vous ne vous conformez pas à toutes ces histoires que j'ai dit, vous risquez jusqu'à 6 mois de prison et l'amende. Voilà. Terminons par le dernier point. Le dernier point, c'est celui que j'avais annoncé depuis hier. La fermeture. L'administration Trump propose qu'il y ait fermeture des consuls ou des consulats et puis des ambassades en Afrique, précisément en Afrique et puis en Europe. Ils veulent qu'ils ferment 10 ambassades et puis 17 consulats. Pourquoi ils veulent fermer ces ambassades? Pourquoi ils veulent fermer ces consulats? Ils veulent fermer simplement parce qu'ils disent qu'ils veulent réduire les dépenses qu'ils affectent à leurs consulats, à leurs ambassades. Parce que ce sont des administrations extérieures qui coûtent beaucoup d'argent au trésor public. Et ils ont jugé, ils ont fait une proposition de fermeture, bien que les gens des Maisons Blanches, aujourd'hui, ils ont dit que non,
si c'était dans ces cas-là, nous-mêmes, nous devions venir communiquer. Mais ce que nous savons, il y a une proposition du gouvernement Trump. Alors, ils disent qu'il y a plus de 54 millions de dollars qu'ils dépensent dans ces gens là-bas. Il y a même des pays où ils ont demandé qu'ils puissent réduire les effectifs. Parce que vous savez, les États-Unis qui sont ici, ils louent une maison pour leur ambassade. Ils louent, ils payent le personnel, ils font ceci. Ils ont dit que c'est trop. Il faudrait quand même que dans d'autres pays du monde, que nous puissions fermer carrément, fermer les ambassades et puis le consulat. Voilà, quels sont les pays qui sont concernés? Est-ce que le Congo est dans cette liste? Est-ce que le Congo, parce que l'ambassade est déjà fermée, est-ce que ça sera la prolongation? Est-ce que déjà, je vais vous dire que non, le Congo n'est pas cité dans cette liste ici, bien que le président Donald Trump continue à citer les Congos, et puis plutôt les Congolais qui viennent ici comme les gens venant de prison. Il en a encore parlé ici dernièrement. Mais du moins, sur la liste des ambassades ou de consuls qui doivent être fermés ou la proposition, le Congo ne figure pas. Alors, quels sont ces pays qui doivent être frappés du projet 2026 qui consistera à la réduction de dépenses qui sont liées au gouvernement fédéral? Voilà, les pays qui sont frappés sont, donc je dirais d'abord qu'il y a 10 ambassades et 17 consulats. 5 consulats en France, 2 en Allemagne, 1 à Edinburgh, nous sommes en Écosse, et puis 1 à Florence, là nous sommes en Italie. Vous verrez qu'ici tous les pays que je citais, ce sont des pays européens. Et maintenant, les ambassades qu'on propose de fermer, il y a de l'Érythrée, Luxembourg, Malte et et Soudan du Sud. C'est vrai que ce n'est pas 17. C'est vrai aussi que la Maison-Blanche a dit qu'ils ne sont pas encore officiellement. S'il y a quelque chose dans ce sens, c'est eux, les officiels, qui viendront communiquer. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné encore la dernière liste, mais du moins sur le petit nombre de pays qu'ils ont donné, la RDC ne figure pas. Peut-être qu'ils vont ajouter après. Parce qu'ils ont même demandé qu'ils puissent réduire leur présence en des pays comme Mogadiscio, Somalie, et puis fermer définitivement la diplomatie en Bagdad. Fermer vraiment définitivement. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Bien sûr, ce n'est qu'au niveau des propositions, mais des propositions, ils commencent à fuiter. Demain, ça risque d'être une résolution. Voilà. Donc, c'était autour de ça que j'aurais voulu que nous puissions partager ce soir. Sachez qu'on continue à refouler les gens, on continue à arrêter des gens. Il y a même de ces coins qui ont accepté de faire entrer dans des classes les ICE pour qu'ils puissent prendre les enfants qui sont illégaux. Alors, tout ce que je veux vous demander est de prier pour nos frères qui se retrouvent dans cette situation. Personne ne voudra venir ici parce qu'il a l'envie de venir si jamais dans son pays d'origine, il était bien. Aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est un pays d'autrui, il y a des lois, il y a des réglementations que nous tous, nous sommes soumis à suivre. Nous sommes soumis à suivre parce que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. C'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions partager. Maman présidente Patience, maman Patience présidente, je crois que le Seigneur est en train de nous rétablir petit à petit. Alors je crois aussi que je vais vous contacter pour que nous puissions programmer les directs qui devaient déjà être faits. Voilà, maman Olga Senemo, vous nous suivez maintenant avec votre mari, monsieur Célestin Kaboué. Nous vous disons infiniment merci d'être avec nous. Je vais saluer quelques 2-3 personnes et puis nous allons nous dire au revoir peut-être que demain. Aujourd'hui déjà c'est vendredi saint. Vendredi saint, les gens ne mangent pas la viande. On ne mange pas la viande. Pour ceux qui prient dans l'église où on ne mange pas la viande vendredi, nous vous disons
Bon vendredi saint, que le Seigneur écoute vos prières et qu'il vous accompagne. Papa MG Thinking Mokonzi Pro, merci beaucoup pour le sweater, merci beaucoup pour le polo. C'est Mokonzi Pro, il m'a habillé, il a sa griffe, il habille les gens. Papa MG Thinking Mokonzi, j'ai eu votre message, je crois, vous m'avez envoyé, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Dès que je l'ouvrir et je l'ouvre, je vais vous revenir et je vous dirai quoi. Papa Gaz Ma, merci beaucoup d'être connecté. Voilà. Maman Yolette Mbuka, Papa Yannick Touaha, merci infiniment d'être connecté, je crois. Maman Rosette Mikuba, merci Maman Rosette d'être connectée, ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était autour de ça que nous avions voulu partager. Nous serons en direct, je crois, si Dieu le permettait, avec Maman Patience Kimina, qui a son ONG. Ils sont en train de récolter des habits, de l'argent, tout ce que vous avez pour les sinistrés des pluies de Kinshasa. Papa Fiston Mavungu, président, émission à 7 heures. Oui, papa, na lobaki na osala ngo lobby. Mais lobby, malheureusement, na zwa ki tante. Na oti ko zwa tant sikoyo. Alors, je me suis dit, soki tipe na tiki ko salango siko na osalango di susute. Alors, mes frères qui sont à Goma, nous sommes de cœur avec vous. Papa Fiston Mabungu, pesa maman Botebele, yebisa ke togoya ko tala mwana na biso, na libota mobimba. Nzambe apambola bino Papa Fiston Mavungu. Très ravi de vous voir en ligne. Merci Maman Rosette Mikuba. Papa Poli, Papa Poli Mboa, Papa Poli et Maman Winnie, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté, mais du moins, je crois que j'aurais Nadia Pembongo no kala. Papa Poli, superviseur Nabiso. Voilà, donc je disais qu'il est déjà vendredi, il est minuit 31 minutes. Je vais vous laisser vous reposer. Nous allons nous donner encore rendez-vous samedi, pas demain vendredi, pas aujourd'hui vendredi. Nous nous donnerons rendez-vous samedi. Samedi, je crois que nous serons encore en direct pour que nous puissions parler. Je disais que Maman Patience Kimina, elle a son ONG. Elle est en train de récolter des habits, elle est en train de récolter l'argent pour soutenir tous ces sinistrés-là de Kinshasa qui ont été frappés par la pluie. On sera avec elle en direct. Aussi, Papa Jean-René Balekita qui organise encore un festival. Il l'avait fait l'année passée, il va le faire encore. Nous devions être avec lui en direct la fois passée, mais malheureusement notre voix ne nous avait pas permis. Et nous serons encore avec lui sur le même plateau. Papa Gelor Malanda, qui a son album ici, qui s'appelle Docteur Jésus, Tikeso Tombouama. Il a aussi un concert au mois de mai qui arrive déjà. Et ça sera sur invitation. Vous avez besoin d'invitation. Il passera avec nous. Il nous dira. Et puis, nous vous dirons pas les conditions. Nous vous demanderons de venir le soutenir. Je vous en prie, maman. Je vous en prie, Maman Patience. Je vous en prie, Papa Fiston Mavungu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani.